Donc le thème de cette matinée, il est très vaste. Quelle pédagogie pour quelle école? Et je vais le traiter en 3 parties. D'abord, je vais revenir sur ce que l'on appelle la crise de l'éducation aujourd'hui, mais je le ferai très brièvement, c'est pour donner un petit peu le contexte. Ensuite, je m'interrogerai avec vous sur quel est le paradigme possible pour faire face à cette crise, si tant est qu'il y ait crise, et pour aller vers une éducation, une pédagogie émancipatrice. Et puis, dans un troisième temps, je donnerai quelques repères et quelques perspectives pour agir au quotidien. Alors, je vous indique très concrètement que le diaporama que je vais utiliser sera à votre disposition. Je l'ai déjà envoyé à mes collègues et que vous pourrez donc le consulter librement après cette conférence. Première série de remarques donc, une crise de l'éducation aujourd'hui. Cette expression de crise de l'éducation est une expression qui est apparue essentiellement dans les années 60. On doit à Hannah Arendt, que vous connaissez évidemment dans un texte célèbre paru en 1964 aux États-Unis, l'expression crise de l'éducation, et c'est probablement elle qui a donné à cette expression sa popularité telle que nous la connaissons aujourd'hui. Hannah Arendt évoque dans ce texte célèbre le fait que les États-Unis, elle est à l'époque aux États-Unis, que les États-Unis auraient renoncé en quelque sorte à transmettre les savoirs et les valeurs qui fondent la civilisation occidentale pour s'en remettre à une sorte de démocratie spontanée enfantine qui ne générerait à terme que la violence entre les individus. Alors, on peut discuter la thèse d'Hannah Arendt, qui est une thèse très contextuelle, qui renvoie précisément à la situation des États-Unis dans les années 1960, mais on ne peut pas discuter l'existence que pointe Hannah Arendt de cette crise de l'éducation à partir de la moitié du XXe siècle. À quoi est due cette crise de l'éducation? D'abord, bien sûr, et Hannah Arendt le pointe, à la disparition dans les sociétés occidentales d'une référence morale unique. Nous vivons dans des sociétés plurielles, dans des sociétés pluralistes, et parce que nous assumons ce pluralisme, parce que nous sommes toutes et tous d'accord avec l'idée qu'il n'y a pas de morale unique qui s'imposerait à toutes et tous, eh bien, nous peinons à nous faire une idée de ce que devrait être une éducation commune pour nos enfants. Tant que les sociétés étaient des sociétés holistiques, qui constituaient un tout qui était intégré par chacune des parties, tant que les sociétés étaient des sociétés holistiques, donc, eh bien, on pouvait se donner des principes éducatifs communs assez facilement. Ils étaient issus, pour l'essentiel, dans nos sociétés occidentales, du christianisme. À partir du moment où nos sociétés deviennent des sociétés plurielles, pluralistes, eh bien, le consensus éducatif, Hannah Arendt le pointe et de très nombreux analystes le pointeront après elle, eh bien, ce consensus éducatif vole en éclats. Il vole d'autant plus en éclats que nous voyons monter, à partir des années 1960 jusqu'aux années 2000, ce que les sociologues, et en particulier un sociologue très important pour moi en France qui s'appelle Marcel Gauchet, appellent l'individualisme social. Alors l'individualisme social, c'est simplement le fait que chacune et chacun d'entre nous considère qu'il est maître de son destin, qu'il connaît mieux que la société et mieux que les institutions ce que sont ses intérêts, et que donc il suspecte a priori tout ce qui veut dicter son destin à sa place. Moi, je suis issu en France d'une famille modeste dans la montagne des Cévennes, et ma grand-mère, eh bien, n'a pas choisi son mari, elle n'a pas choisi ses convictions politiques, elle n'a pas choisi son métier, elle était brodeuse, elle n'a pas choisi ses loisirs. Toute sa vie a été dictée par le contexte social dans lequel elle a vécu, dans lequel elle est née et qui lui a pratiquement imposé la totalité de ses choix. Aucune et aucun d'entre vous ne supporterait aujourd'hui une telle situation.
Aujourd'hui, nous voulons choisir. Nous voulons choisir notre conjoint ou notre conjointe, nous voulons choisir notre lieu d'habitation, nous voulons choisir, si possible, notre métier, et vous avez raison. Nous voulons choisir celui ou celle pour qui nous allons voter. Tout ceci, c'est un premier pas essentiel vers la démocratie. Une démocratie qui nécessite de faire voler en éclats les carcans idéologiques qui imposaient à tout le monde de penser de la même manière. Mais le revers de cette montée de l'individualisme, c'est la suspicion à l'égard des institutions. Et on voit monter cette suspicion à l'égard des institutions très fortement dans tous les pays occidentaux à partir de la moitié du XXe siècle. On suspecte les institutions, et l'école, bien sûr, fait partie des grandes institutions, de ne pas nécessairement faire le bien de nos enfants, de ne pas agir dans l'intérêt de notre progéniture. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est précisément pour le Tessin, mais nous avons des enquêtes extrêmement précises sur la montée en France de ce que l'on appelle le consumérisme scolaire. Le consumérisme scolaire, c'est-à-dire le fait que les parents d'élèves se comportent comme des consommateurs d'école qui vont dans un supermarché et qui cherchent le meilleur rapport entre la qualité et le prix. Ce consumérisme scolaire existait déjà pour une part à travers la dualité des réseaux d'enseignement, et particulièrement chez vous, mais également en France. Il s'accroît considérablement pendant toute la deuxième partie du XXe siècle et il est aujourd'hui extrêmement important. On le voit en particulier, et c'est une enquête de l'OCDE qui vaut pour l'ensemble des pays occidentaux, on le voit en particulier à travers l'intervention des parents sur la pédagogie. Globalement, jusqu'aux années 1960, les parents qui mettent leurs enfants à l'école font confiance à l'école et n'interviennent pas sur la pédagogie. Et alors, ils mettent leur enfant dans l'école à peu près comme vous aujourd'hui ou comme moi aujourd'hui, quand cela redeviendra possible, nous entrons dans un avion. C'est-à-dire que nous nous asseyons, nous serrons notre ceinture de sécurité et nous n'allons pas donner de conseils au pilote. Nous faisons confiance au pilote, nous considérons que le pilote est suffisamment compétent pour mettre les gaz, tourner à gauche, à droite, et nous n'allons pas toquer au hublot du pilote pour lui donner des conseils sur sa manière de piloter l'avion. Ça, c'est dans l'aviation. Dans l'école, ce n'est pas tout à fait pareil, parce qu'on voit de plus en plus les parents qui assoient leur enfant dans la classe et qui viennent toquer au hublot pour dire à l'enseignant que là, ça n'est pas tout à fait la bonne méthode qui est utilisée, que là, il est trop sévère ou pas assez sévère, que là, il fait plutôt bien son travail, alors que là, il le fait plutôt mal. Et nous voyons ce phénomène qui prend de l'ampleur de plus en plus dans les pays occidentaux. Alors, ce phénomène du consumérisme scolaire est accru par le changement du statut de l'enfant dans les configurations familiales. Pour dire les choses en termes extrêmement caricaturaux, et je m'en excuse, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail, on peut dire que jusqu'au milieu du XXe siècle, c'était la famille qui faisait les enfants. Un mouvement s'esquisse à partir du milieu du XXe siècle, c'est l'existence des enfants qui construit la famille. On peut dire que jusqu'au milieu du XXe siècle, les parents avaient le devoir de faire le bonheur de leurs enfants. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Les enfants sont mis au monde pour faire le bonheur de leurs parents. C'est un changement considérable. Parce qu'en donnant à l'enfant le pouvoir de faire le bonheur de ses parents, on le met dans une position extrêmement forte. L'enfant sait que par ses réactions, il peut faire plaisir ou au contraire ne pas faire plaisir à ses parents. Il peut aller dans le sens de l'image idéale que ses parents ont de lui ou bien piétiner cette image idéale. L'enfant prend le pouvoir parce qu'on lui confère ce pouvoir de faire notre bonheur. Puisque nous donnons à l'enfant le pouvoir de nous satisfaire, de faire notre fierté, de faire notre bonheur, eh bien nous lui donnons en réalité le pouvoir sur nous. Nous lui donnons le pouvoir sur nous et ce changement
de l'enfant dans la configuration familiale est très important. Il est très important parce que cela renvoie les enfants à un statut, non pas d'enfant roi au sens où on a pu le dire dans la psychanalyse, quoiqu'à mon avis il y a des éléments très intéressants dans ce domaine, mais un statut d'enfant en position de force. En position de force qui trouve normal que les parents fassent sa volonté, exécutent ses caprices, puisque par là, il va exercer du pouvoir sur eux. L'enfant arrive donc en classe en étant déjà conditionné, et ce sont des enfants que vous rencontrerez, par un environnement familial qui lui a donné du pouvoir. Dans une enquête récente que j'ai faite auprès des adolescents, j'ai pu montrer que le changement radical dans le rapport à l'autorité des adolescents qui avait basculé vers les années 1960-1980, c'est que jadis, les adolescents obéissaient à peu près à tout et ils se révoltaient sur des objets particuliers qui faisaient exception à cette obéissance. Aujourd'hui, l'adolescent refuse d'obéir à peu près à tout et il décide d'obéir à un certain nombre de gens ou de situations auxquelles il donne son accord. Il refuse son obéissance à l'ensemble de ceux qui lui imposent quoi que ce soit, mais il décide d'obéir à son entraîneur sportif, il décide d'obéir au chef de sa bande, il décide d'obéir aux injonctions de tel ou tel chanteur de variété. Il y a donc une inversion qui est en train de se produire et que les enseignants ne peuvent pas ne pas connaître dans le rapport à l'obéissance. L'obéissance était en quelque sorte le comportement habituel de l'enfant et de l'adolescent. Et il y avait une exception qui était de désobéir. C'était le moment où on se révoltait contre telle ou telle autorité. Aujourd'hui, le refus d'obéir, c'est le comportement habituel et on accepte d'obéir de manière tout à fait exceptionnelle quand on assume son rapport d'obéissance à quelqu'un que l'on choisit délibérément. C'est très important parce que l'enseignant était dans une posture où, au fond, il était accepté, où son autorité était acceptée comme naturelle. Il devient une personnalité parmi d'autres qui va devoir conquérir son autorité légitime et rivaliser avec l'autorité de l'entraîneur de foot, du chanteur de variété ou du leader de telle ou telle organisation ou association. Ce phénomène est très important et les enseignants doivent entendre ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est un changement presque du statut du métier. D'un métier qui était celui d'une domination naturelle sur l'enfant, à un métier qui devient celui d'une construction, d'une légitimité de son propre pouvoir et de sa propre autorité dans la situation de classe. C'est un changement civilisationnel extrêmement important. Dans l'enquête que j'ai menée, on voit très bien à quel point les adolescents, par exemple, disent qu'ils obéissent pieds et poings fermés à leur entraîneur sportif, mais qu'ils refusent d'obéir à leur enseignant. Parce que l'entraîneur sportif, ils l'ont choisi, c'est un projet dans lequel ils se reconnaissent, c'est quelque chose qui renvoie à leur identité personnelle, qui leur permet de se construire, alors que l'enseignant, c'est quelque chose à quoi ils doivent se soumettre et à quoi ils refusent de se soumettre. À l'enseignant donc de devenir aussi légitime que l'entraîneur sportif, ce qui est un travail de construction de légitimation de sa position dans la classe, construction de légitimation qui n'a rien de naturel, qui fait partie aujourd'hui de ce qu'on pourrait appeler les fondamentaux du métier. À cela s'ajoute un autre élément important, c'est l'émergence de ce que mon collègue Bernard Stiegler, que vous connaissez peut-être, qui est une personnalité très importante pour nous, qui malheureusement est décédé au mois d'août dernier. Bernard Stiegler, qui est un spécialiste des médias, mais pas seulement des médias, qui est un très bon analyse de la société, c'est l'émergence de ce qu'il appelle le capitalisme pulsionnel. Alors Bernard Stiegler explique qu'il
il y a eu 3 phases du capitalisme. Le capitalisme industriel, bon, c'est Émile Zola, c'est les mines, c'est l'acier. Le capitalisme financier, celui qui fonctionne très largement encore et qui gouverne la planète, mais avec une troisième étape qu'il appelle le capitalisme pulsionnel, qui est fondé sur le fait de susciter en permanence la pulsion chez l'autre. Susciter en permanence la pulsion, susurrer en permanence à l'oreille de l'enfant « fais ton caprice, ça fait marcher le commerce ». Et pousser en quelque sorte systématiquement à la satisfaction pulsionnelle. Il montre que la phase ultime du capitalisme, dit-il, dans laquelle nous sommes impliqués aujourd'hui, c'est de pousser à la satisfaction systématique des caprices et des besoins de ce que les psychanalystes appellent le corps primaire. Alors, pourquoi ça pose problème? Ça pose problème parce que l'éducation, anthropologiquement, c'est la capacité à sursoir à la pulsion. Sursoir à la pulsion. C'est la capacité à sortir du caprice pour accéder à la volonté. C'est la capacité de dire non à l'exigence immédiate pour passer dans une exigence qui soit traversée par la pensée réflexive. Or, ça devient de plus en plus difficile, dit Bernard Stiegler, parce que dans nos classes, dans les classes, vous avez des élèves qui subissent toute la journée, dès qu'ils sont sortis de l'école, et parfois même dans l'école, la tyrannie des machines, de ces machines qu'ils ont en permanence dans la main, le smartphone, de cet ordinateur qui leur propose en permanence de satisfaire leurs pulsions. Ils sont sous l'emprise d'une publicité omnipuissante qui leur dit « achète, fais ceci », et si tu n'as pas satisfaction, proteste parce que c'est une sorte de droit que tu as à consommer tout ce qui t'est offert, et ce droit, tu peux en exiger la satisfaction. Alors ce phénomène, il est évidemment très important pour comprendre un certain nombre de choses qui se passent dans nos classes, en particulier l'émergence de ce que moi j'ai appelé dans mes travaux avec mon collègue Francis Imbert les enfants bolides. Alors les enfants bolides, le bolide c'est une voiture en bolide, hein, mais le bolide c'est aussi le javelot, boilos en grec, le javelot, hein, ce qui est avant le symbolique, le symboilos, le javelot cassé en signe de paix. Les enfants bolides, c'est ceux qui partent au quart de tour, c'est ceux qui ne se retiennent pas. Il y a quelque chose qui les énerve, qui les agace, et hop, ils se lèvent, ils tapent, ils crient, ils insultent. Ils sont dans un passage à l'acte immédiat. Le passage à l'acte immédiat, et ce passage à l'acte immédiat, explique Bernard Stiegler, est encouragé en quelque sorte par le contexte dans lequel nous vivons. Le 5e élément, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le présentisme. C'est l'absence de projets d'avenir plausibles et partagés que les jeunes vivent très fortement. Nous disposons aujourd'hui d'enquêtes très nombreuses qui montrent à quel point à peu près 2 jeunes sur 3, à partir de l'âge de 7 ans, commencent à être angoissés, inquiets face à l'avenir. Nous sommes, nous autres, vous adultes, déjà inquiets, mais nous ne mesurons probablement pas à quel point tout un discours sur les difficultés de l'avenir de notre monde a été intériorisé par nos enfants et à quel point ils souffrent de voir un monde dont le futur est extrêmement incertain. Et cela nous interpelle, nous autres, en tant qu'éducateurs. Parce que cette incertitude qu'ils ont intériorisée les met en position de fragilité psychique. Et la fragilité psychique, comme l'a bien montré le psychologue Henri Vallon par exemple, la fragilité psychique ne favorise pas l'accès à la pensée intellectuelle, ne favorise pas le développement des capacités cognitives. Quand on est fragile psychiquement, eh bien on se replie sur des certitudes, on ne s'ouvre pas sur des savoirs nouveaux,
Et plus les enfants que vous accueillez dans vos classes sont fragiles psychiquement, plus ils ont été élevés dans un cadre que l'on appelle insécure, qui n'est pas un cadre serein où il y a un avenir plausible qui s'ouvre devant eux, plus ils sont tentés de se replier sur eux-mêmes et non pas de s'ouvrir à des savoirs nouveaux. Tout cela pour en arriver à cette idée que j'ai déjà évoquée tout à l'heure, c'est que sans aucun doute nous avons fait la moitié du chemin pour la démocratie, la moitié du chemin, c'est-à-dire la partie qui consiste à nous émanciper des dictates qui viennent d'en haut et qui nous sont imposés, mais il nous reste certainement à faire encore une partie du chemin pour accéder à cette véritable démocratie. Et cette partie du chemin, pour moi, elle renvoie à deux exigences que je considère comme étant centrales, fondamentales pour notre métier d'enseignant, qui traversent toutes les disciplines scolaires, mais qui traversent aussi la vie dans l'école même. Ces deux exigences sont apprendre à penser par soi-même. C'est la formule célèbre de Kant, à qui on demandait de définir les Lumières. Qu'est-ce que les Lumières? Sapere aude, apprends à penser par toi-même. Penser par soi-même pour échapper à toutes les formes d'emprise, emprise religieuse, emprise commerciale, emprise groupale, emprise médiatique, emprise commerciale, emprise publicitaire, toutes les formes d'emprise sur les esprits. Eh bien, nous avons à lutter contre elles pour que chacun de nos élèves puisse penser par lui-même dans une société démocratique, mais aussi construire du commun, parce qu'une démocratie, ça n'est pas simplement un ensemble d'individus qui pensent par eux-mêmes, c'est aussi des individus qui sont capables de sortir d'eux-mêmes et de construire quelque chose qui n'est pas simplement la juxtaposition des intérêts individuels, qui est quelque chose qui renvoie à l'idée de bien commun. Et le bien commun va au-delà de la somme des intérêts individuels. Une des grandes difficultés de nos démocraties aujourd'hui, bien sûr, c'est de construire ce bien commun. Alors je vais revenir à ces deux exigences. Apprendre à penser par soi-même. Apprendre à penser par soi-même, cela me paraît la nécessité de réfléchir à deux principes fondamentaux. Le principe que j'appelle de réflexivité, je l'ai évoqué tout à l'heure, surseoir à l'acte, mettre à distance ces représentations immédiates. Je crois savoir, mais ce que je crois savoir m'empêche de savoir ce que je dois savoir. Engagement dans une démarche de recherche. Deuxième principe, principe d'exigence, refus de toute évaluation bancaire, pour reprendre l'expression d'un pédagogue de l'émancipation, Paulo Freire. Paulo Freire qu'il faut relire et redécouvrir sans cesse, surtout aujourd'hui où il est interdit de séjour dans le Brésil de Bolsonaro. Paulo Freire qui nous montre à quel point un des enjeux de l'école, c'est de permettre l'intériorisation progressive par chacune et chacun de l'exigence de précision, de justesse et de vérité. L'école est le lieu où on intériorise l'exigence de précision, de justesse et de vérité. L'enfant, quand il est en classe, il a un maître, une maîtresse, un professeur, une professeure derrière lui. Ce maître, cette maîtresse, ce professeur, cette professeure incarnent l'exigence. Ils lui disent, voilà, là, ce n'est pas bien, là, tu dois corriger, là, tu peux faire mieux. Mais si, quand le professeur disparaît, l'élève n'a pas intériorisé l'exigence, alors il n'est plus exigeant. La précision, la justesse et la vérité qui fera de lui un citoyen informé, un professionnel rigoureux, eh bien, cette exigence-là disparaît, puisqu'elle n'était que portée par quelqu'un d'autre qui n'est plus là. Et là, nous trouvons quelque chose de fondamental, à mon avis, qui est au cœur de toutes les didactiques, c'est comment faire en sorte que l'exigence de précision, précision du vocabulaire, précision de la mesure, précision dans la recherche du document, précision dans l'observation, comment faire en sorte que cette exigence de précision, de justesse, c'est on est juste, on dit la parole juste, hein, de vérité, je ne dis pas de posséder la vérité, mais d'être mu par le désir d'aller
vers la vérité, comment faire en sorte que tout cela soit intériorisé par l'élève, c'est un des enjeux majeurs de la pédagogie. Alors, pour aller plus loin, je voudrais développer rapidement avec vous une distinction qui est une distinction sur laquelle j'ai beaucoup travaillé et mené quelques travaux de recherche un peu forts ces derniers temps. C'est la distinction entre le désir de savoir et le désir d'apprendre. J'ai été frappé par le fait que très souvent, on ne distingue pas ces deux notions. On dit par exemple, tous les élèves veulent apprendre. Tous les enfants, naturellement, veulent apprendre. Bien, je crois qu'on se trompe quand on dit ça. On ne se trompe peut-être pas quand on dit « tous les enfants veulent savoir ». Les psychanalystes nous expliquent que tous les enfants veulent accéder au secret de leur naissance, tous les enfants veulent avoir une représentation du monde qui leur permet de métaboliser leur propre angoisse, etc. Qu'ils veuillent savoir, pas de problème, je peux l'entendre. Mais pour avoir observé depuis 10 ans dans les classes des élèves au travail, je crois qu'ils veulent savoir, mais si possible, ils veulent savoir sans apprendre. Parce que apprendre, c'est long. Apprendre, ça demande de gâcher du matériel. Apprendre, ça veut dire qu'on se trompe et qu'on rectifie ses erreurs. Apprendre, ça veut dire qu'on se documente, qu'on va chercher des informations auprès d'autres. Apprendre, c'est une démarche qui n'est jamais terminée, alors que savoir est quelque chose qui m'emplit d'une sorte de complétude, qui me donne une satisfaction d'être en quelque sorte complet et d'être dans une forme de plénitude. Alors pour améliorer cette distinction, je vous propose un petit tableau. Quand je veux savoir tout de suite, le plus vite possible. Je veux savoir comment marche mon smartphone, comment démarrer mon ordinateur. Je ne vais pas lire le mode d'emploi, d'ailleurs on ne nous distribue plus de mode d'emploi. Tout le monde sait que personne ne lit les modes d'emploi. On a des gestes intuitifs et puis on veut savoir tout de suite, on veut vous acheter n'importe quel objet, vous voulez savoir tout de suite comment ça marche. Vous ne voulez pas apprendre comment ça a été fabriqué, ni apprendre quel est le mécanisme qu'il y a à l'intérieur et qui fait que ça fonctionne. Vous voulez savoir. Bon. Apprendre, c'est pas tout de suite, c'est prendre le temps. C'est surseoir à l'acte, c'est remettre en question ces représentations immédiates. Alors, il y a de très nombreux travaux dans toutes les didactiques sur les représentations, les conceptions immédiates, que ce soit dans la biologie, dans l'histoire, n'importe. Nous savons bien que tous les élèves, comme nous l'a appris Bachelard dans la formation de l'esprit scientifique, tous les élèves ont des conceptions, ont des représentations, et il faut qu'ils les remettent en question. Quand j'apprends, alors je ne sais pas si ça vaut pour la langue italienne, mais quand en France, en physique, on apprend aux élèves la notion de masse, qu'est-ce que c'est que la masse en physique ? Eh bien, ils ont tous une représentation que la masse, c'est lourd. La masse, c'est ce qui est massif, on dit. Mastoc, ils pensent, les jeunes Français. Ça renvoie à massue. La masse, c'est un peu une massue. Pour comprendre ce que c'est que la masse en physique, il ne faut pas en rester à cette représentation-là. Il faut dépasser, évidemment, cette représentation. Il faut travailler sur cette représentation. Non pas l'évacuer, mais travailler avec. L'enseignant n'est pas celui qui enlève la représentation pour mettre le savoir. Ça, c'est un peu comme si vous imaginiez que le potier qui fait des pots, il enlève la terre pour mettre le pot. On n'enlève pas la terre pour mettre le pot, on travaille la terre pour faire un pot. Bien, on travaille les représentations pour faire du savoir. Du côté du désir de savoir, il y a évidemment le désir de savoir avec le moins d'efforts intellectuels possible. Alors, on le trouve cela, par exemple, dans toutes les fake news ou les théories du complot. Le moins d'efforts intellectuels possible, le truc le plus simple qu'on puisse imaginer. Voilà. Moins d'efforts intellectuels possible. Du côté du désir d'apprendre, il y a s'engager dans une démarche de recherche, une démarche d'interrogation, de documentation, de confrontation. Si j'adhère à une théorie du complot, je ne vais pas me mettre à chercher des contre-exemples,
à chercher ce qui remet en question ce à quoi j'adhère. J'adhère. Le monde est divisé en mécréants et croyants, j'adhère. Il y a, comme le dit Quanon, un état profond qui enlève les enfants pour alimenter un réseau de pédophiles, et tout ça, ça dirige le monde et la finance, j'adhère. J'ai d'un côté les bons, de l'autre côté les méchants, tout ça, et ça me suffit. Je ne vais pas aller chercher autre chose. Je ne vais pas surtout aller me documenter pour chercher des choses qui pourraient contredire ce à quoi j'adhère. Si j'apprends, eh bien, je vais aller chercher la contradiction. Je vais m'engager dans une démarche de recherche. Si je me permets d'insister sur cet écart entre le moins d'efforts intellectuels et la démarche de recherche, c'est parce qu'en classe, c'est quotidien, ça. Hein. Si vous donnez du savoir à l'économie sans démarche de recherche, l'élève, il prend. Hein. Il prend, mais il n'a pas intériorisé l'exigence de précision, de justesse et de vérité. Il prend ce que vous lui donnez comme une espèce d'objet qui va rendre, comme dit Paulo Freire, le jour de l'évaluation dans une économie et d'une évaluation strictement bancaire. Hein. Voilà. Alors, si je continue, eh bien, je vais avoir du côté du désir de savoir la volonté d'accéder à une certitude. La certitude, c'est le contraire de la vérité, ou plus exactement de la recherche de la vérité. Moi, mon travail en tant qu'enseignant, c'est de faire sortir les gens de leurs certitudes. Les certitudes, c'est ce qui bloque l'accès au savoir. Alors, on le sait depuis Socrate, hein, bien sûr, mais on le sait aujourd'hui très fortement avec tous les travaux en didactique. C'est ce qui bloque l'aspect au savoir, l'accès au savoir, parce que ça me comble. La certitude, elle me comble psychiquement. Elle comble ma demande. Alors que apprendre, eh bien, c'est pas rester dans la certitude, c'est pas camper dans la certitude. C'est faire dialoguer mes convictions et mes connaissances. Ah, voilà quelque chose d'assez compliqué. Tout être humain, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, a des convictions. Vous avez des convictions religieuses ou pas religieuses, des convictions politiques, des convictions idéologiques, vous avez des convictions sur ce qui est le bien pour vous, pour vos proches, pour l'humanité. Vous avez le droit d'avoir des convictions, on a tous des convictions. Et ces convictions sont naturellement différentes. Ce ne sont pas des connaissances, les convictions. Ce ne sont pas des connaissances validées. Je peux m'enfermer dans mes convictions et en faire des certitudes. Mais le progrès intellectuel, c'est de faire dialoguer ces convictions avec ces connaissances pour ne jamais s'enquister et s'enfermer dans ces certitudes. C'est accepter que des connaissances viennent interroger mes convictions. Ça ne veut pas dire que je vais abandonner nécessairement mes convictions. Ça veut dire que je vais distinguer ce qui relève du registre de la conviction avec ce qui relève du registre de la connaissance. Prenons un exemple extrêmement simple. Je peux être convaincu que je vais me réincarner dans une grenouille. Voilà. Nous pourrions ici, je pourrais faire un appel, quels sont ceux qui croient qu'ils vont se réincarner dans une grenouille ? Il pourrait y avoir 3 ou 4 personnes dans la salle qui croient qu'elles vont se réincarner dans une grenouille. On pourrait fonder un club, avoir notre page Facebook, etc., etc. Je vous fais remarquer que je ne peux pas vous prouver que je vais me réincarner dans une grenouille, mais aucun d'entre vous ne peut me prouver que je ne vais pas me réincarner dans une grenouille. N'est-ce pas ? C'est une conviction, voilà. Je ne peux pas prouver que c'est vrai, mais je ne peux pas prouver que c'est faux. Et ce n'est pas une connaissance. Que les humains continuent à avoir des convictions n'est pas grave. Mais qu'ils sachent distinguer les convictions des connaissances et faire dialoguer les convictions avec les connaissances, ça c'est fondamental et c'est un des enjeux fondamentaux de l'école. Si je continue du côté de désir de savoir, j'ai le désir de savoir, je me contente de nommer, de classer, de reproduire des schémas préétablis. Je peux savoir des tas de choses. J'ai un smartphone ici. Si je me promène dans la campagne, je peux vérifier,
je peux savoir quel est le nom de cette plante. Parce qu'il y a une application sur mon smartphone qui me donne le nom de cette plante. Je vais savoir que cette plante s'appelle comme ça. Je sais, voilà. Je peux nommer, je peux dire j'ai rencontré cette plante, je peux la classer. Mais est-ce que pour autant, je sais comment les choses fonctionnent? Si je regarde la nature, pour comprendre la nature, il ne suffit pas de nommer cette plante, ceci, cela. Il faut comprendre quelle est la relation qui unit tout ça. Quelle est la relation qui unit tout ça? Qu'est-ce qui fait que c'est vert? La photosynthèse, l'air, le fait que cette plante pousse à côté de telle autre pour telle et telle raison, etc. Apprendre, ce n'est pas se contenter d'avoir un petit appareil qui vous donne le nom de la chose. Apprendre, ce n'est pas se contenter d'aller voir sur un moteur de recherche. Pas Google, puisqu'il ne faut pas utiliser Google. Il faut utiliser des moteurs de recherche indépendants qui ne vendent pas vos données. Bon. Mais même si vous prenez un moteur de recherche indépendant, qu'est-ce qui apparaît quand vous tapez sur un moteur de recherche? Ce n'est pas le plus juste, ce n'est pas le plus vrai, c'est le plus attractif. Le plus attractif n'est pas forcément le plus juste et le plus vrai. Le désir de savoir, il peut être comblé par ça. Le désir d'apprendre, il nécessite qu'avec ça, je travaille. Qu'un enseignant vienne et dise « Mais attends, là, on va chercher un peu plus loin. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne? Et puis pourquoi ça, c'est en relation avec ça? Comment les choses s'organisent? La nature, ce n'est pas simplement nommer telle plante, nommer tel arbre. Ça, le smartphone me le donne. C'est comprendre pourquoi il y a telle plante et tel arbre, pourquoi elle meurt, pourquoi elle grandit, comment elle contribue à l'équilibre de l'écosystème, etc., etc. Apprendre, c'est chercher à comprendre comment fonctionne un système en identifiant les relations entre les éléments. Et vous voyez bien qu'ici, nous sommes devant quelque chose qui est un enjeu absolument central de toutes les disciplines scolaires, y compris l'apprentissage des langues, par exemple. Une langue, ce n'est pas simplement un ensemble de mots. On n'apprend pas une langue en apprenant des listes de vocabulaire. On apprend une langue en apprenant le système linguistique et les interactions au sein de ce système linguistique. Du côté du désir de savoir, eh bien, on juxtapose des connaissances ponctuelles et déclaratives. Qu'est-ce qu'une connaissance déclarative? C'est une connaissance, je dis, voilà. Je peux déclarer le théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ça, c'est une connaissance déclarative. Ça me sert à quoi? À rien. Ça ne me sert à rien si je ne sais pas à quoi cette connaissance peut me servir. C'est-à-dire si je n'ai pas conscience que cette connaissance peut me servir à résoudre un ensemble de problèmes caractérisés par des éléments assez complexes et pas forcément par la présence d'un triangle rectangle. Non. Donc, je ne peux pas me contenter de juxtaposer des connaissances ponctuelles et déclaratives, il me faut construire des savoirs élaborés qui articulent des concepts et appréhendent progressivement des modèles. Du côté du désir de savoir, nous avons le monde qui est constitué en catégories. On va dire que c'est un dogme figé, je sais. Voilà. Du côté du désir d'apprendre, eh bien, on découvre que le monde n'est pas figé. C'est un écosystème en devenir. Et quand je dis le monde, c'est tout ce qui permet d'approcher le monde. C'est-à-dire toutes les disciplines scolaires, quelles qu'elles soient, bien évidemment. Alors, si je me suis permis d'approfondir un petit peu avec vous cette distinction entre désir de savoir et désir d'apprendre, c'est parce que dans les travaux que j'ai menés depuis une dizaine d'années, je me suis aperçu qu'elle était très opérationnelle pour comprendre ce qui se passe au quotidien dans les classes. Comment on passe de l'un à l'autre. Et comment on passe d'un enfant, d'un adolescent, qui trouve sa satisfaction dans le fait de savoir, je sais, à un enfant, un adolescent qui trouve sa satisfaction dans le fait de chercher, qui ne veut pas dire de savoir. Je trouve plus de plaisir à chercher qu'à savoir.
Et l'école a peut-être aujourd'hui, pour faire avancer la démocratie, à montrer à tous les élèves qu'il y a plus de plaisir à chercher qu'à savoir. Savoir, tous les populismes vous comblent par des slogans qui vous permettent de savoir. C'est le propre des populismes. Alors, je sais que le mot populisme n'est peut-être pas tout à fait entendu dans le même sens ici en Suisse italienne qu'en France, mais c'est ceux qui vous disent un slogan, et ce slogan suffit pour que... C'est un bandeau, le slogan, en quelque sorte. Un bandeau qu'on met sur vos yeux, hein, et qui vous empêche d'aller voir plus loin. Bon. Eh bien, si on veut construire une démocratie, il faut sortir du slogan et du bandeau. Il faut passer à la recherche. Un citoyen, c'est un chercheur de justesse, de précision, de vérité. Ce n'est pas un sachant qui, parce qu'il sait, ne cherche plus rien et n'admet plus d'être dans un collectif où on cherche ensemble. Et là, nous sommes devant un enjeu évidemment très important. C'est le philosophe Gadamer, dans un très beau livre qui s'appelle « L'héritage de l'Europe », qui explique que c'est véritablement une tâche gigantesque qui se trouve assignée à chaque homme à tout instant. Il s'agit de tenir sous contrôle ces préventions, sont pleins de désirs, de pulsions, d'espoir et d'intérêt, et suffisamment pour que l'autre ne devienne pas invisible ou ne demeure pas invisible, qu'on puisse donner raison à l'autre, ce qui est la condition de la démocratie, donner raison à l'autre, être capable à un moment donné de donner raison à l'autre, qu'on puisse donner raison à l'autre, qu'on doive avoir tort contre soi-même et contre ses propres intérêts, avoir tort et reconnaître qu'on pensait que les choses étaient ainsi et qu'elles sont autrement, qu'on puisse avoir tort contre soi-même, voilà qui n'est pas facile à comprendre, et voilà, disait Gadamer, je crois que ce texte est des années 55-56, voilà la tâche majeure de l'éducation, désormais la tâche de l'éducation. Si je me permets d'insister là-dessus, c'est parce que vous voyez qu'on est vraiment au cœur de principes fondamentaux qui sont des principes qui peuvent s'appliquer et qui peuvent permettre de lire le travail technique qui va être fait dans chacune des didactiques. J'ai dit qu'il y avait 2 principes fondamentaux pour le paradigme. Premier principe, penser par soi-même. Deuxième principe, construire du commun. Construire du commun, parce que penser par soi-même ne suffit pas à faire de la démocratie, il faut aussi construire du commun. On construit du commun parce qu'on va à l'école avec sa singularité pour partager des connaissances et des valeurs. Le philosophe allemand Fichte définit les connaissances en disant « les connaissances, c'est ce qui est partageable à l'infini ». Je vais me réincarner dans une grenouille, ce n'est pas partageable à l'infini. Je ne peux pas le démontrer pour que ce soit partageable à l'infini. Je peux faire adhérer des gens, éventuellement, par la force et la violence, mais ce n'est pas partageable à l'infini. Le théorème de Pythagore est partageable à l'infini. Nous venons chacun, avec notre singularité, accéder au même savoir dans l'école. Singularité, mêmeté. Cette dialectique est importante. Chacun est singulier, il a son histoire, sa trajectoire, son parcours, et ces êtres singuliers convergent dans un lieu où ils apprennent les mêmes choses. Ils assument donc leur singularité, ils sont différents les uns des autres, et en même temps, ils créent du commun puisqu'ils apprennent les mêmes savoirs. L'acte même d'apprendre ensemble à l'école est générateur de commun. Et quand je dis souvent, l'école, ce n'est pas simplement apprendre, c'est apprendre ensemble. Je dis ça parce que je vois monter aujourd'hui des tentations, des tentatives même, pour casser cela. Chaque année, au Qatar, à Doha, la 3e épouse de l'émir du Qatar organise un grand congrès international qui s'appelle le WISE. Et dans ce congrès international, on se prend à rêver d'une sorte d'école universelle
dans laquelle il n'y aurait plus que des individus, chacun devant leur ordinateur. On utiliserait ce qu'on appelle le learning analytique, qui consiste à essayer de comprendre comment fonctionne chaque individu. On programmerait en quelque sorte des didacticiels adaptés à chacun d'entre eux, et puis à partir de là, on les juxtaposerait sans qu'il n'y ait plus aucune interaction entre eux. Tous ces gens-là seraient reliés à un gigantesque ordinateur, probablement situé dans les îles Caïmans pour être défiscalisés. Bon. Cette rêverie-là, cette songerie, qui n'est d'ailleurs pas nouvelle, hein, on en trouve des exemples avant les années 2000, même avant, dans les années 1900-1920. Cette rêverie-là, elle n'est pas une transformation de l'école, elle est une destruction de l'école. Elle est une destruction de l'école en tant que l'école n'est pas la juxtaposition d'individus qui apprennent les uns à côté des autres. Elle est la construction d'un collectif de gens qui fabriquent ensemble du commun. Donc, juxtaposer des individus, ça n'est pas fabriquer du commun. Donc, on va à l'école avec sa singularité pour partager des connaissances, mais il faut aussi partager les valeurs qui permettent ce partage. Et ça, c'est important. L'école, comme le dit Jérôme Brunner, qui est un grand psychologue culturaliste, Jérôme Brunner dit « On va à l'école pour apprendre l'école, pour apprendre les valeurs qui sont nécessaires à l'école. Et le programme de l'école, avant d'être le programme des différentes disciplines, c'est le programme de l'école. Ce sont les valeurs qui permettent de travailler et de partager ensemble les mêmes savoirs. Mais on va aussi à l'école pour apprendre à apprendre des autres, parce que c'est une condition de la démocratie, apprendre des autres. On ne peut pas imaginer une démocratie si on n'accepte pas l'idée qu'on va apprendre des autres. Et pas seulement de l'enseignant, bien sûr. On va à l'école pour devenir capable de participer à des activités communes et de s'inscrire dans une aventure collective. On va à l'école pour participer à des institutions qui permettent l'émergence d'un collectif et la recherche du bien commun, des institutions où on va parler ensemble, on va discuter, on va chercher ensemble comment améliorer ce que nous faisons ensemble. On va à l'école pour élargir sans cesse le cercle des solidarités. En fait, l'éducation, c'est une sorte de processus d'élargissement du cercle. Je vis dans le cercle familial, la famille, puis j'élargis ce cercle à la famille élargie, j'élargis ce cercle aux voisins. L'école est là pour élargir encore le cercle. Je vais découvrir à l'école qu'il y a d'autres enfants qui appartiennent à d'autres familles, qui vivent selon d'autres principes que les miens. Et puis je vais apprendre à l'école d'autres langues, je vais apprendre à l'école d'autres langages, le langage mathématique, le langage littéraire. Je vais apprendre à l'école que je suis solidaire de toute une série de gens et de toute une série de choses jusqu'à la planète elle-même. Parce que ce que nous a appris le travail écologique, c'est que la solidarité n'est pas d'abord une valeur. La solidarité est un fait. Nous sommes solidaires. Que nous le voulions ou non. Chacun d'entre nous, quand on est dans un collectif, est solidaire des autres. Et ce qu'il fait a de l'impact sur les autres. Et chacun d'entre nous, dans ce que nous faisons, a de l'impact sur les autres. Si la pandémie du coronavirus nous a bien appris quelque chose, c'est que nous sommes évidemment fragiles, très fragiles et très solidaires, et que nous ne pouvons vaincre notre fragilité singulière que par une solidarité collective. Et que l'école est le lieu de la découverte de ces solidarités et de l'agrandissement sans cesse du cercle des solidarités. C'est la raison pour laquelle construire du commun passe à l'école par la découverte de la coopération. Et je suis de ceux qui pensent que l'école ne doit pas réserver quelques enclaves à la coopération, quelques petits lieux marginaux, mais qu'elle doit faire de la coopération la matrice même de son activité. La coopération, ça peut prendre des tas de formes. D'abord,
peut-être une définition de la coopération. La coopération, c'est une situation où l'apport de chacun est indispensable à la réussite de tous et où la réussite de tous permet le progrès de chacun. C'est facile à dire, hein? Ça n'est pas facile à faire. Il y a un chercheur américain que j'aime beaucoup, qui a probablement formalisé le mieux cela. Ça s'appelle Elliot Aronson, dans un principe qu'il a appelé la classe puzzle. L'idée étant que toute classe doit être conçue comme un puzzle, où chaque élève a d'abord un élément du tout, et on construit le tout ensemble, et chacun s'approprie le tout. Je vous invite à aller regarder les travaux de Elliot Aronson. C'est des travaux très très concrets, hein. C'est une méthode extrêmement précise qu'il a conçue au moment où, aux États-Unis, on a supprimé l'apartheid scolaire et où on a fait vivre ensemble dans les mêmes écoles des gens avec des origines ethniques et sociales très différentes et qui ne voulaient pas se parler entre eux. Et il a conçu une méthode, Jigsaw Classroom, la classe puzzle, qui est extrêmement intéressante parce qu'elle permet précisément de rendre la coopération matricielle, structurante de l'école. Alors cela, on peut le faire par des choses très simples. L'apprentissage de la décentration par l'entraide. Tous les travaux internationaux dont nous disposons montrent que l'entraide entre élèves est un outil fabuleux de progrès de tous, pas simplement de celui qu'on aide, mais aussi de celui qui aide. Quand on demande à un élève d'aider son camarade parce qu'il est un peu en avance sur lui, on fait progresser le camarade, mais on fait aussi progresser celui qui aide. Parce que celui qui ne sait pas, par les questions qu'il pose, oblige celui qui sait à expliciter son propre savoir. L'entraide est quelque chose d'absolument fondamental et l'entraide peut se compléter parce que nous appelons les échanges de savoir. Quelqu'un apprend quelque chose, on s'apprend les uns des autres. C'est évidemment une méthode qu'il faut développer. Alors, cette méthode a été quasiment abolie, vous le savez, dans les années 1830, au moment où on a quasiment rendu obsolète, interdit l'école qu'on appelait mutuelle, pour imposer le modèle simultané. C'est-à-dire le modèle d'une classe où on a 30 élèves du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps. Il y a eu quelques personnes qui ont essayé de casser ce modèle-là. Par exemple, à Fribourg, en Suisse, le père Girard, Grégoire Girard, a essayé de construire un modèle alternatif à ce modèle de l'école simultanée. Ça n'a pas toujours été facile et ce modèle a perdu. Aujourd'hui, nous vivons encore avec l'idée qu'une bonne classe, c'est 20 à 35 élèves du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps. Je ne dis pas que c'est ce que vous pensez. Je dis que c'est l'implicite de l'institution dans laquelle nous sommes, qui est construite avec cette idée-là. Alors que nous avons des expériences, je pense en particulier à l'Amérique latine avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, de ce qu'on appelle les classes verticales, où vous avez dans la même classe des élèves, par exemple, de 10 à 16 ans, qui reçoivent des enseignements communs, mais aussi des enseignements plus individualisés par petits groupes, et au sein desquels l'entraide, le système du monitorat est quasiment institué et permanent. Deuxième manière de faire vivre la coopération, c'est l'appropriation par l'interrogation. Interroger l'autre, questionner, se confronter, s'améliorer en se corrigeant réciproquement. On voit toujours mieux la paille qui est dans l'œil du voisin, qui est dans l'œil du voisin, que la poudre qui est dans le sien. La complémentarité avec la classe puzzle dont je parlais tout à l'heure, d'Elliot Aronson, la construction du bien commun avec le conseil, et puis quelque chose qui n'est pas facile à mettre en œuvre, mais qui est quelque chose qui renvoie à une vision authentiquement démocratique de l'école, qui est l'école inclusive. Alors, ce n'est pas facile l'école inclusive, parce que nous appelons en France, et je pense que c'est à peu près la même expression qui est utilisée ici, école inclusive, une école qui
accepte des enfants ayant des formes de difficultés scolaires, voire de handicap importantes. Mais on sait bien qu'il ne suffit pas d'installer un élève dyslexique ou ayant des troubles du comportement ou ayant des troubles de déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Il ne suffit pas de l'installer dans la classe pour que l'école soit inclusive. Si vous l'installez dans la classe, sur son banc là, et qu'il n'a aucune activité avec les autres élèves, il n'est pas inclus. Il est exclu de l'intérieur. Voilà. L'école inclusive, ça suppose qu'on va être capable de construire des activités qui permettent à tous de s'impliquer dans l'activité, ce qui est très compliqué, Et il ne faudrait pas, dans ce domaine-là, là nous avons aussi des recherches assez poussées, il ne faudrait pas imaginer que cela se fait spontanément. Cela nécessite une formation particulière des enseignants, un accompagnement des élèves en situation très difficile, etc., etc. Toute une série de choses qui ne sont pas systématiquement déjà présentes. Créer du commun. J'ai dit 2 impératifs pour ce paradigme. D'un côté, penser par soi-même, de l'autre côté, créer du commun. Créer du commun, et pour illustrer cela, comme je l'ai fait tout à l'heure avec Gadamer, je vous propose cette citation de Marcel Mauss dans l'essai sur le don. C'est dans la conclusion de l'essai sur le don. Marcel Mauss, vous savez, c'est un anthropologue, et il s'est interrogé sur les systèmes de dons à l'intérieur de nos sociétés. Et il conclut son essai sur le don par ceci. Pour commencer, pour que les sociétés commencent, il fallut d'abord poser les lances. C'est ainsi que le clan, la tribu, les peuples ont su. Et c'est ainsi que demain, dans notre monde décivilisé, les classes, les nations et aussi les individus doivent savoir s'opposer sans se massacrer, s'affronter sans se sacrifier les uns les autres. Et alors, à ce moment-là, Marcel Mauss prend la métaphore des chevaliers de la table ronde. Vous connaissez tous les chevaliers de la table ronde. Le roi Arthur avait toute une série de chevaliers. Ces chevaliers étaient en rivalité permanente les uns avec les autres. Et un jour, le roi Arthur, qui en a assez de ces rivalités, fait construire par un charpentier de Cornouailles une table magique. Cette table a une qualité extraordinaire, c'est que quand on entre dans la pièce où il y a cette table, on ne se bat plus. Et même cette table, elle a ce pouvoir qu'on dépose sa lance à l'entrée de la salle. On dépose sa lance à l'entrée. Alors sa lance, en tant qu'objet, la lance avec laquelle on se bat, mais sa lance en tant qu'agressivité intérieure, en tant que violence mentale, on la dépose à l'entrée. Les chroniques d'Arthur, dit Marcel Mauss, racontent comment le roi Arthur, avec l'aide d'un charpentier de Cornouailles, inventa cette merveille de la cour miraculeuse autour de laquelle les chevaliers ne se battirent plus. La table magique, c'est une table qui fait que quand on se met autour de cette table, on abandonne la lance, on rentre dans la confrontation intellectuelle de l'intelligence, dans le commun, dans la construction du commun. Les chevaliers font du commun autour de la table ronde. Alors, vous le savez, nous le savons tous, il n'y a plus de charpentier de Cornouailles capable de créer des tables magiques autour desquelles les humains ne se battent plus. Il n'y a plus de ces charpentiers-là. Ils ont disparu. Ils ont été remplacés par quoi? Par vous, par des enseignants. Vous êtes les successeurs du charpentier de Cornouailles parce que vous créez dans votre classe un espace où on peut s'opposer sans violence, discuter dans la sérénité, où on laisse sa lance à la porte, où on laisse sa violence à la porte. C'est compliqué, mais créer du commun, faire école, au sens de faire un lieu qui soit spécifique de l'apprentissage du commun, c'est créer cet espace-là. C'est difficile.
Ça demande un effort quotidien, ça demande une ritualisation, il faut des rites. Il faut des rites, il faut des règles, il faut une attention, il faut une vigilance, il faut un comportement, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais tout cela, ça fait partie du métier. J'ai dit tout à l'heure que penser par soi-même, lutter contre toutes les formes de slogans qui sont des bandeaux que l'on met sur les yeux, était une des deux composantes majeures de la mission d'un enseignante et d'un enseignant. Je dis maintenant la deuxième composante, c'est la capacité à faire se rencontrer des gens sans violence. Ce qui est compliqué, ce qui est difficile, mais c'est deux capacités qui sont communes, je crois, à tous les enseignants et qui conditionnent la mission de l'école et la réussite de la mission de l'école dans sa dimension politique, dans sa dimension de construction de la démocratie. Alors je regarde l'heure pour ne pas trop dépasser le temps, mais c'est encore à peu près bon. Donc je vais en arriver à ma troisième partie. Ah. Voilà, très bien. Quelques repères et perspectives. Alors ça va être très simple, je vais me contenter d'ailleurs de lire pour l'essentiel les diapositives et puis de donner un exemple de temps en temps pour illustrer ce que je dis. Quelques repères et perspectives en matière d'action pédagogique pour rentrer un peu plus dans le concret. Et j'insiste sur le fait que ces repères et ces perspectives sont pour moi à prendre en compte par tous les partenaires éducatifs afin qu'ils incarnent dans leur spécificité, qu'ils les incarnent de manière convergente. Quand on dit tous les partenaires éducatifs, ça veut dire que l'éducation, ça n'est pas que l'affaire de l'école. C'est bien évidemment l'affaire des parents. C'est bien évidemment l'affaire des associations. Il se passe des tas de choses éducatives dans une chorale, dans un club de judo. Dans un club de judo. Vous n'avez jamais remarqué à quel point des gamins qui font des arts martiaux acceptent de se soumettre à des règles bien plus difficiles et drastiques que les règles qu'on leur impose en classe, sans en discuter quoi que ce soit. Il se passe des choses là, dans le tissu associatif. Mais pour ma part, j'aimerais que d'autres encore réfléchissent à cela. Je pense au rôle des médias, par exemple, au rôle des municipalités. L'éducation, ça n'est pas simplement l'affaire des profs, l'affaire des enseignantes et des enseignants. Il y a un célèbre proverbe africain, qui probablement est faux d'ailleurs, qui dit « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Ouais, il faut tout un village. L'enfant, il faut que, quand il va acheter le pain à la boulangerie, le comportement de l'épicière quand elle lui rend sa monnaie soit un comportement éducatif. Bien sûr. Bien sûr que l'épicière a une responsabilité éducative parce que l'éducation, ça n'est pas simplement l'affaire de spécialistes, c'est l'affaire de chacune et de chacun dans une société qui fait des enfants et qui a besoin de permettre à ses enfants de construire le monde futur. Alors, quelques principes très rapides. Quelques principes très rapides et vous allez voir assez... j'oublie toujours que si je m'éloigne, ça ne passe plus. Voilà. Je dirais premier principe dans une société où la réussite individuelle est supposée contribuer spontanément à l'intérêt collectif. Bon, je dis supposé, parce que je ne suis pas absolument certain, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que la réussite individuelle d'Elon Musk qui va dans l'espace, là, ça contribue à l'intérêt collectif. Peut-être qu'il va construire des choses, mais enfin, spontanément, on peut en douter. Dans cette société-là, il me semble que l'école doit travailler inlassablement à la mise en place de formes de coopération qui profitent à tous et construisent du commun. Pour pédagogie de projet, pédagogie de mise en commun des connaissances, toutes les formes de coopération que j'ai énoncées tout à l'heure. Dans une société, et je ne fais que reprendre des éléments que je mets en forme ici, où la satisfaction pulsionnelle, l'attractivité et l'immédiateté l'emportent systématiquement sur la quête de la précision, de la justesse et de la vérité. Le moteur de recherche sur Internet, c'est l'illustration même de ça. L'attractivité l'emporte sur la recherche de la précision. Eh bien, nous avons à travailler sur le sursis. Attends, pas tout de suite.
on cherche. Je ne te dis pas que tu as tort, je ne te dis pas que tu as raison. Je te dis, nous allons chercher ensemble. Voilà quelque chose de tout à fait fondamental et essentiel. Parce que c'est ce qui permet l'entrée dans la réflexivité et le nourrissage par la culture. Moi, j'ai beaucoup appris à cet égard d'un pédagogue que vous connaissez évidemment, qui s'appelle Janusz Korczak, un pédagogue polonais, Korczak, qui est déjà un médecin pendant la guerre de 14-18, qui voit les effets monstrueux de cette guerre, les orphelins qui traînent dans les rues de Varsovie. Korczak qui va créer des orphelinats, qui va multiplier les orphelinats. À l'époque, à Varsovie, les orphelinats étaient pris en charge par les communautés religieuses. Ils commencent par des orphelinats juifs, puis ensuite, il y a des orphelinats catholiques, etc. Korczak, dont vous savez qu'il aura une fin terrible et magnifique à la fois, puisque en 1942, alors qu'il est le responsable d'un orphelinat d'enfants juifs dont les parents ont été déportés dans le ghetto de Varsovie, eh bien, en 1942, il y a 192 enfants dans son orphelinat. Eh bien, Korczak apprend la veille au soir que le lendemain, la Gestapo va venir arrêter tous ces enfants et les amener dans un lieu inconnu d'où probablement ils ne reviendront jamais. Et Korczak, on lui propose un passeport américain pour s'enfuir, il refuse. Et le lendemain matin, il part en tenant la main du plus petit de ses enfants. Et ils sont tous conduits dans un train d'où ils sont conduits tous à Treblinka, où ils sont immédiatement gazés. Donc Korczak est un juste parmi les justes. Il fait partie des rares éducateurs qui ont perdu leur vie pour leur métier. Parce qu'il y a plus de mineurs qui ont perdu leur vie de métier que d'éducateurs quand même, bon, globalement. Eh bien, Korczak a inventé quelque chose de fabuleux. Il avait dans ses orphelinats des enfants qui étaient très violents, qui étaient toujours dans l'hostilité, l'agressivité, qui se chipotaient perpétuellement les uns avec les autres. Ils étaient très violents. Alors il essaye, il dit, c'est interdit de se battre, ça ne sert à rien. On va punir ceux qui se battent. À ce moment-là, ils vont se battre dehors, là où on ne les voit pas. Alors un jour, il réunit tous ses enfants et il leur dit, à partir de maintenant, tout le monde a le droit de taper sur n'importe qui autant qu'il veut, à une condition, c'est de prévenir l'intéressé par écrit 24 heures à l'avance. Ça, c'est fabuleusement intelligent. Parce qu'il ne dit pas aux enfants, c'est interdit de se battre. S'il dit aux enfants, c'est interdit de se battre, ils vont se battre quand on ne les voit pas. S'il dit aux enfants, vous avez le droit de vous battre, ils continuent à se battre. Donc Korczak nous dit, il ne faut jamais dire ni oui ni non en éducation. Il faut dire oui peut-être, mais non pas tout de suite. On y réfléchit. Chaque fois que c'est possible, évidemment pas quand l'enfant est en train de sauter par la fenêtre. Là, il faut lui dire, fais attention, tu risques de te faire mal. Mais dans les autres cas, il faut lui dire, non, non, je ne sais pas, cherchons ensemble, posons-nous des questions. Et alors là, Korczak met en place dans l'orphelinat de Varsovie la boîte des bagarres. C'est une boîte aux lettres, où les gamins viennent mettre leurs lettres avec je te taperai dessus demain à telle heure pour telle et telle raison. Et lors de la soirée, on tire quelques-unes de ces lettres, on les anonyme, on les lit, et puis on en discute, c'est un petit atelier philo. Et là, Korczak s'aperçoit que ce sont les élèves eux-mêmes qui ont écrit les lettres les plus dures, qui ont déjà réfléchi, et qui déjà sont critiques par rapport. Sursis, tu réfléchis, tu en discutes, tu en parles. Et puis Korczak fait quelque chose de fabuleux. C'est qu'il va après, il écrit aussi des livres pour les enfants, et Korczak, il va après expliquer un certain nombre de choses, et il va raconter des histoires. Le roi Mathias Ier, c'est l'histoire histoire fictive d'une société d'enfants, où il y a de la violence. Donc il fait quoi? Sursis à l'acte, émergence de la pensée, je réfléchis sur.
entrer dans la réflexivité, je réfléchis, nourrissage par la culture. Si je me permets d'insister là-dessus, c'est parce qu'aujourd'hui, les neurosciences, et en particulier un chercheur avec qui je travaille un peu, qui s'appelle Olivier Houdet, qui est un chercheur qui, parmi les neuroscientifiques, me paraît un des plus ouverts à la pédagogie, a mis en valeur, à travers des expériences célèbres, et en particulier l'expérience des jetons de Piaget, l'importance de ce qu'il appelle l'inhibition. Houdet a montré que, vous connaissez l'expérience des jetons de Piaget, je la caricature pour aller très vite, c'est des enfants de 7 ans, donc on prend 10 jetons, on les met en ligne. Dans la première ligne, ils sont très serrés, dans la deuxième ligne, ils sont très écartés. Et on dit à l'enfant, quelle est la ligne où il y a le plus de jetons? 9 enfants sur 10 disent la ligne où les jetons sont écartés. D'accord? Il y en a un qui dit, moi je ne sais pas, je vais vérifier, il prend un jeton sur la ligne du dessus, il le met sur la ligne du bas. Alors celui-là, en général, il n'aura pas de problème à l'école. Bon. Eh bien, Olivier Houdet a fait faire cette expérience à des enfants sous IRM, c'est-à-dire avec dans une boîte en fer, avec de l'imagerie cérébrale et tout ça. C'est très compliqué parce que l'enfant, il est sous perfusion, tout ça, donc bon. Enfin, il a réussi. Et qu'est-ce qu'il montre? Il montre que l'enfant qui dit « je ne sais pas, je vais vérifier », c'est l'enfant dont le cortex central, ici, bloque et inhibe la réaction immédiate du cerveau reptilien ou du cerveau limbique. Et donc, il montre très clairement, et on le voit, et c'est très impressionnant de le voir sur l'imagerie cérébrale, on voit que l'intelligence, c'est la capacité à inhiber l'immédiateté. Bloquer l'immédiateté pour entrer dans la réflexivité. Inhiber le réflexe pour rentrer dans la réflexivité. Ça me paraît extrêmement important. Non, on cherche. Je ne dis pas que tu as tort, je ne dis pas que tu as raison, je dis qu'on va chercher, je dis qu'on sursoit à la décision, on sursoit à la conclusion pour se mettre en recherche et au travail. Ça me paraît très important et ça me paraît un principe fondamental de notre travail scolaire. Troisièmement, dans une société où le consommable et l'obsolète l'emportent souvent dans le cadre, ce que j'appelle une pédagogie bancaire, après Paulo Freire, eh bien, je dirais que l'école doit faire de la remise en chantier du travail vrai, sans cesse amélioré, de l'élaboration du chef-d'œuvre dans la patience d'atelier, pour reprendre l'expression du philosophe Alain, la forme normale de l'évaluation. Celle qui permet non pas de devenir meilleur que les autres, mais meilleur que soi-même. C'est quelque chose à quoi je tiens beaucoup parce que, avec plusieurs collègues, nous avons mené des travaux sur l'évaluation. L'évaluation. Un élève rend un devoir. Vous mettez une note. Alors, je ne sais pas sur combien vous notez, sur 6, sur 5, nous c'est sur 20, bon, peu importe. Et puis voilà, il a fait son devoir. Il l'a réussi, il a une bonne note. Il a échoué, il a une mauvaise note. Il a bâclé son devoir, il a une mauvaise note. Tout le monde est content. Pédagogie bancaire, on s'arrête là. Cette évaluation-là ne sert pratiquement à rien. En tout cas, à rien en termes de capacité à faire progresser quelqu'un. En revanche, si je lui ai dit, voilà, tu as une mauvaise note, là, c'est pas bien ton truc. Mais voilà 3 conseils. Et tu vas refaire ton travail. Tu vas reprendre pour améliorer ce que tu as fait. Alors là, ça change radicalement le rapport à l'évaluation. L'évaluation n'est pas faite pour vérifier qu'on est meilleur ou moins bon que les autres, mais pour devenir meilleur que soi-même, c'est-à-dire pour progresser. Il vaut mieux qu'un élève refasse 4 fois le même devoir pour améliorer son travail, sa performance, sa compréhension, plutôt que 4 devoirs qui sont tous les 4 notés, mal notés, peu notés, et qui ne serviront pas à grand-chose dans sa progression personnelle. C'est ce que le pédagogue Célestin Freinet appelle la pédagogie du chef-d'œuvre, amener chaque enfant jusqu'au chef-d'œuvre.
seul ou avec d'autres. Moi, j'ai été de nombreuses années pendant ma vie instituteur avec des élèves d'école primaire. Et je pratiquais ce que Célestin Freinet appelle le texte libre, c'est-à-dire qu'après le matin où il y avait un petit quoi de neuf, chacun racontait son histoire, ce qu'il avait vu à la télévision, le cinéma, la sortie, etc., je disais aux élèves, tiens, toi, tu vas écrire un petit texte là-dessus, et puis, est-ce que ça te fait plaisir? Oui, donc il écrivait, je suggérais, parfois, puisque c'était un texte libre, il refusait, il écrivait sur autre chose. Puis quand un élève avait rédigé son texte libre, je lui demandais de venir à côté de moi, devant le tableau. Il écrivait son texte au tableau. Il écrivait son texte au tableau. Et à ce moment-là, je me tournais vers la classe et je disais, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous suggérez? Qu'est-ce que vous suggérez à la petite Sarah qui est là? Alors, il y a un élève qui dit, moi, je pense que là, il faudrait mettre une virgule. Là, je pense qu'il faudrait mettre un adjectif, etc. Et chaque fois, évidemment, je ne dis pas, fais-le à l'élève qui est là. Je lui dis quoi? Je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire, est-ce que cette suggestion qui t'est faite par un camarade, c'est une suggestion qui améliore ton travail, ou est-ce que c'est une suggestion qui dévoie ta pensée? Parce que c'est lui qui doit intérioriser la précision, la justesse et la vérité. Il faut donc qu'il se pose la question que pose l'autre, pour savoir si la suggestion améliore ou pas son travail. Et là, je vais améliorer mon travail. Ce travail d'amélioration, de remise en chantier, cette patience d'atelier. Moi, j'aime beaucoup l'expression patience d'atelier. L'atelier, c'est l'endroit où on remet en chantier quand on n'y arrive pas. Hein. Est-ce qu'à l'école, on le fait suffisamment, ça, remettre en chantier quand on n'y arrive pas? Est-ce qu'on ne se débarrasse pas plutôt de celui qui n'y arrive pas en lui donnant simplement une mauvaise note? C'est une question, en tout cas, et pour moi, c'est une question centrale de l'évolution des pédagogies scolaires aujourd'hui. J'ajoute, quatrième élément, dans une société de la virtualisation de l'économie, dans la virtualisation des échanges entre humains et de la virtualisation aussi des échanges entre les humains et le monde, bien évidemment, avec le numérique encore plus, il me semble que l'école doit faire de la rencontre, avec la résistance de l'objet, du dialogue avec lui, avec l'objet, une forme de travail essentiel constitutive de la construction de l'attention et de l'entrée dans l'œuvre. Alors, peut-être là-dessus, je pourrais illustrer mon propos en évoquant les travaux d'un collègue américain qui s'appelle Matthew Crawford. Je ne sais pas si ces travaux sont traduits en italien. Matthew Crawford est un philosophe qui a une particularité, c'est qu'il est à mi-temps professeur de philosophie dans une grande université américaine, prestigieuse, et l'autre mi-temps, il est réparateur de motocyclettes dans le garagiste de son quartier. Donc, professeur de philosophie dans une université, réparateur de motocyclettes pour son autre mi-temps. Il a écrit 2 livres, traduits en français. L'un s'appelle L'éloge du carburateur, c'est normal. L'autre s'appelle Contact. Et qu'est-ce qu'il montre, Matthew Crawford? Il a suivi des élèves. Il montre qu'une des difficultés majeures des élèves aujourd'hui, c'est qu'ils rencontrent de moins en moins la résistance des matériaux. Alors, les matériaux, c'est d'abord pour les petits, le matériau, la terre, le bois, le carton, voilà. Puis pour les grands, le matériau, c'est la relativité générale d'Einstein. Hein, c'est du matériau. Et il dit, ce qui fait problème aujourd'hui, c'est que nos enfants sont dans une relation à l'écran qui est une relation où la réalité, où la matière ne résiste pas. Le joystick, c'est ce qui me permet dans un jeu vidéo de faire tomber des gens que je détruis, qui meurent, puis qui ressuscitent. Dans le jeu vidéo, il y a réversibilité absolue du temps. Les morts ressuscitent. Dans la réalité, les morts ne ressuscitent pas. Hein, voilà. Et il montre que
Et alors, il le montre avec des expériences approfondies sur toute une série de cohortes d'élèves. Il montre à quel point le fait de mettre l'enfant puis l'adolescent en situation de manipuler. Alors, lui, il donne des exemples très simples. La menuiserie, fabriquer un tabouret à 3 pieds sans colle ni clou. Pas facile, hein, un tabouret à 3 pieds sans colle ni clou. Utiliser un instrument de musique. Pour des petits, fabriquer une maquette en carton. Pour des grands, fabriquer en balsa la maquette d'une ville romaine. À ceci. Il montre comment le travail avec des objets réels est un contrepoint nécessaire à cette virtualisation du monde. Et je crois qu'il a relativement raison. Parce que ces objets réels, c'est d'abord de la matière au sens de la pierre, le bois, le carton, et c'est ensuite tout ce qui me résiste. Un texte littéraire ou un texte philosophique, ça me résiste. Un document historique, ça me résiste. Eh bien, c'est comprendre que je ne peux faire avec que si je prends la résistance même du matériau comme un point d'appui pour travailler avec lui. Quand je fabrique un tabouret en bois, avec 3 pieds, sans colle ni clou, il faut qu'il tienne debout. Et pour qu'il tienne debout, il faut que ça marche. Ce n'est pas le caprice de l'enseignant qui va me dire si j'ai réussi mon tabouret. C'est si je m'assois dessus et que je ne me casse pas la gueule, quoi. Donc l'arbitrage de l'objet va venir, en quelque sorte, se substituer à l'autorité de l'enseignant et légitimer l'autorité de l'enseignant. Donc je trouve qu'il y a là une piste extrêmement intéressante et qui est vraie à la fois pour les petits-enfants et pour les grands adolescents et même pour l'université. Fabriquer des choses, fabriquer au sens matériel du terme, reste, je crois, un enjeu fondamental. Enfin, dans une société où nous croyons trouver notre satisfaction dans satisfaire nos désirs dans la consommation de l'épuisable, eh bien, je pense qu'un des enjeux de notre monde aujourd'hui, et c'est un enjeu essentiel, c'est de permettre à chacune et à chacun d'accéder aux biens communs fondamentaux, mais aussi de trouver sa satisfaction et de satisfaire ses désirs dans le partage de l'inépuisable. Il me semble, et je terminerai par là, qu'une société se définit très largement par ce qu'elle dit à ses enfants sur où vous allez trouver votre plaisir. Est-ce que votre plaisir, vous allez le trouver en courant après la dernière chaussure à la mode, le dernier gadget qui vous est proposé par les industries et par le commerce, ou est-ce que vous allez trouver votre plaisir dans le partage de ce qui est inépuisable, c'est-à-dire le savoir et la culture. Le savoir et la culture ont cette qualité extraordinaire, c'est que quand je les partage, j'en ai encore plus. Un gâteau, quand j'en donne à l'autre, j'en ai moins. De la culture, quand j'en donne à l'autre, j'en ai encore plus. Et l'autre en a autant que moi ou presque. La culture ne s'épuise pas dans la consommation, elle se partage et elle grandit. Et si nous allons vers un monde, je crains que ce soit le cas, où il faille parfois nous restreindre un petit peu sur la consommation de l'épuisable, ce qui s'épuise, il nous faudra trouver nos satisfactions probablement dans le partage de l'inépuisable, dans le bonheur qu'il y a à partager des savoirs, dans cette fête extraordinaire que représente la recherche. Allez, on avance. Et non, je vais, avant d'en arriver là, vous dire un tout petit mot. Je n'ai pas du tout eu le temps, bien sûr, de donner la totalité des précisions en termes de recherche, en termes d'auteurs, qui viendraient à l'appui des éléments que je vous ai donnés aujourd'hui. Vous retrouverez cela, si cela vous intéresse, sur mon site, qui est facile à trouver, c'est mon nom, merieux.com. Vous retrouverez un certain nombre de travaux, vous retrouverez un certain nombre de références et vous retrouverez aussi des travaux de collègues nombreux qui vont dans le même sens.
Je voulais simplement vous présenter aujourd'hui, à la demande de vos professeurs, une vision cavalière, rapide, et que je reconnais assez superficielle des enjeux de l'éducation aujourd'hui face aux difficultés que rencontrent nos démocraties. Alors je dois vous dire, je suis le plus âgé probablement de loin dans cette salle, du haut de mes 72 ans. Je dois vous dire qu'il m'arrive parfois d'être un peu découragé. Nous avions un collègue, peut-être mes collègues s'en souviennent comme moi, Michael Huberman, qui était professeur à l'Université de Genève. Michael Huberman, qui avait travaillé sur l'innovation en pédagogie. Michael Huberman, qui, dans une crise de désespoir, rassurez-vous, j'en suis pas là, est allé se jeter sous un train. Et on a trouvé sur son bureau un papier sur lequel il était écrit « Tout a été dit, tout reste à faire ». Tout a été dit, tout reste à faire. On pourrait de temps en temps avoir ce sentiment quand on regarde l'histoire de la pédagogie. Ma collègue a eu la gentillesse tout à l'heure d'évoquer les films que j'avais faits sur les pédagogues, etc. Quand on regarde l'histoire de la pédagogie, j'évoquais le père Girard, mais on pourrait évidemment évoquer le grand pédagogue helvétique, Pestalozzi, plus la multitude de ceux et celles qui ont contribué au patrimoine pédagogique. Quand on regarde tout ça, on se dit, mais ouais, d'une certaine manière, tout a été dit, quoi. La lettre de Stanz de Pestalozzi, tout est dit dans la lettre de Stanz de Pestalozzi. En tout cas, il y a de quoi se revivre dans l'intérieur l'essentiel du projet éducatif que nous avons à mettre en œuvre aujourd'hui. Alors, il m'arrive, comme tout le monde, d'être découragé. Alors, quand je suis découragé, précisément, je reviens à Pestalozzi. Je reviens à Pestalozzi et voilà, c'est sa signature, qui écrivait ceci quelques années avant sa mort, dans son dernier livre, qui s'appelle « Le chant du cygne ». Pestalozzi écrivait, alors nous sommes, je crois, en 1800... Nous devons être là en 1830. 1830, c'est vieux, hein? Enfin, ça fait bientôt 2 siècles. Hein? Un jour, lorsque nos temps seront passés, lorsqu'après un demi-siècle, alors il disait 1830, lui il pensait qu'en 1880 serait réglé. Hein? Après un demi-siècle, une nouvelle génération nous aura remplacés. Lorsque l'Europe sera tellement menacée par la répétition des mêmes fautes, par la misère croissante du peuple et par ses dures conséquences, que tous les appuis sociaux en seront ébranlés, alors peut-être on accueillera la leçon de mes expériences et les plus éclairés en viendront à comprendre que c'est seulement en anoblissant les humains, les hommes, disait Pestalozzi, qu'on peut mettre des limites à la misère et aux fermentations des peuples, ainsi qu'aux abus du despotisme de la part soit des princes, soit des multitudes. Pestalozzi pensait que 50 ans après, on aurait compris que c'était en anoblissant les humains qu'on peut contribuer à construire un monde meilleur et une démocratie plus solidaire. Alors, plus de 50 ans après, eh bien, il nous faut toujours penser que c'est possible. Et moi, je ne suis pas absolument certain qu'on y arrivera, mais en pédagogie, croyez-moi, il y a une règle sur laquelle moi je ne transige jamais, c'est qu'on ne sait pas si on va y arriver avant d'avoir essayé. C'est vrai avec n'importe quel enfant, et c'est vrai avec le projet même de l'éducation et de la pédagogie. Quand vous avez un enfant en face de vous, vous ne pouvez jamais dire « il n'y arrivera pas tant que vous n'avez pas essayé tous les moyens » pour le faire réussir, et tant que nous n'avons pas essayé tous les moyens pour permettre à chacune et à chacun de penser par lui-même et de construire du commun, nous ne pouvons pas dire que nous n'y arriverons pas. Donc nous y arriverons, vous y arriverez, et en tout cas, je vous souhaite bon courage pour ça.
Voilà, je m'arrête là. Merci de votre attention et j'espère que vous avez pu me suivre en dépit de la différence linguistique. Voilà, merci.